Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue sur Jumpseat. Aujourd'hui on parle lanceur, on parle fusée avec Maxime Puteaux. Bonjour Maxime. Bonjour Thierry. Maxime, tu es principal advisor, conseiller industrie chez Novaspace, que nous connaissions avant sous son nom de Euroconsult. Très bien, devant nous cette magnifique maquette d'Ariane 6. Donc une fusée, un lanceur qui sera lancé, qui décollera depuis Kourou. Maxime, qu'est-ce qu'Ariane 6 ? Ariane 6, c'est le lanceur lourd de l'Europe qui doit permettre le déploiement de satellites et surtout d'obtenir un accès autonome à l'espace ou de retrouver un accès autonome à l'espace pour l'Europe. Donc un lanceur, il a une charge utile, il a des satellites, une capsule, des sondes. Et avec Ariane 6, on lance jusqu'à 21 tonnes en orbite basse, soit une tonne de plus qu'Ariane 5, pour couvrir un large panel de missions. Ariane 6 existe en deux versions, c'est ça? Alors on voit la version avec 4 boosters latéraux, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'Ariane 6 remplace Soyuz et peut aussi couvrir une partie des missions de Vega, en plus des missions d'Ariane 5. Ariane 6 existe en effet en deux versions, 6.2, 6.4, tout simplement lié au nombre d'accélérateurs à poudre latéraux qui lui permettent d'augmenter sa capacité d'emport. Donc 2 boosters latéraux, 6.2 pour des petites ou moyennes missions, et 4 pour des missions très exigeantes en termes de performance. Et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qu'on lance? Donc on lance des satellites, mais à quelle orbite? Est-ce qu'on peut aussi lancer des engins qui vont hors du champ de l'orbite terrestre? Oui, en fait, un lanceur, plus le lanceur il est gros, plus il est puissant, plus il peut emporter davantage de choses ou aller plus loin. Et donc avec Ariane 6.2 et 6.4, on a conçu un lanceur qui doit permettre de lancer à la fois des missions institutionnelles, le lanceur il a surtout été conçu pour ça, donc des satellites d'observation de la Terre, des très gros en orbite basse, capable aussi de lancer des satellites de navigation en orbite moyenne. Alors en orbite basse, on est en dessous de 2000 km. Orbite moyenne, on est autour de 8000 km, c'est surtout des satellites de navigation, le Galileo notamment en Europe, mais qui est l'équivalent américain du GPS. Puis aussi l'orbite géostationnaire à 36 000 km, là où on lance de gros satellites de télécommunications. Mais Ariane 6 peut faire énormément de choses et peut aller au-delà, et on verra aussi des missions d'exploration à des destinations Mars, Vénus, voire en dehors du système solaire si un jour de telles missions se réalisent. Et quand on dit lanceur lourd, c'est quelle catégorie de masse? Et c'est typiquement les lanceurs de New Glenn, de Blue Origin ou Starship. Meilleur que son aïeul, mais aussi on est beaucoup plus polyvalent. Puisque un des éléments clés d'Ariane 6, c'est d'avoir conçu un lanceur pour s'adapter au marché sans forcément connaître la direction que le marché allait prendre. Donc un des éléments de sa flexibilité, c'est notamment l'étage supérieur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quitté l'atmosphère, qu'on est dans l'espace, en orbite autour de la Terre, avec cet étage supérieur et être capable de pouvoir le réallumer, ça lui donne beaucoup plus de flexibilité puisqu'on peut réallumer et du coup corriger la trajectoire et injecter le satellite ou sa charge utile là où on souhaite vraiment aller, ce que ne pouvait pas vraiment faire Ariane 5. Donc si le marché des satellites évolue, Ariane 6 peut s'adapter. Ariane 6 peut s'adapter. Ariane 6 a été conçu à la fois pour répondre au lancement de multiples et très petits satellites, notamment les constellations. On peut envisager sur Ariane 6 des lancements de OneWeb ou satellites de la même taille, d'à peu près 150-200 kg, lancés par grappe de 30-40 satellites, mais aussi des satellites plus gros, lancés en duo, voire un peu plus. Et puis aussi des satellites beaucoup plus gros, et on réfléchit même à une option vol habité qui pour l'instant n'existe pas, mais le lanceur pourrait, dans sa gamme actuelle de prestations, pourrait fournir ce genre de service. Alors d'où vient Ariane 6 ? Alors Ariane 6, c'est le successeur naturel et logique d'Ariane 5. C'est un lanceur qui a été officiellement approuvé en 2014 et qui, après 10 ans de développement, va connaître son premier vol. L'idée initiale d'Ariane 6, c'est de s'adapter au changement du marché. Ariane 5 a été la reine des lancements, initialement conçue pour le vol habité, mais pas que, et avait trouvé vraiment sa place sur le marché des satellites géostationnaires en étant capable de lancer 2 satellites, l'un empilé au-dessus de l'autre, avec un adaptateur au-dessus, ce qui a fait son succès. Mais Ariane 5 a été conçu il y a 26 ans, donc avec des contraintes de coûts qui n'étaient pas les mêmes et de performances aussi qui étaient différentes. Et parce que le monde a changé, et que notamment l'éléphant dans la pièce étant SpaceX Falcon 9, l'Europe s'est dit qu'il fallait avoir un lanceur plus compétitif, notamment pour baisser les coûts d'accès à l'espace. Et d'ailleurs, au moment où Ariane 6 a été conçu, SpaceX, avec son Falcon 9, n'était pas encore l'acteur hégémonique qu'il est aujourd'hui. Exactement. C'est aussi un peu le paradoxe d'Ariane 6, c'est que Ariane 6 est la réponse de l'Europe au Falcon 9 des années 2010.
Sauf que le Falcon 9 des années 2010, il n'a plus rien à voir avec le Falcon 9 tel qu'il vole maintenant. Donc aujourd'hui, SpaceX a volé la version qu'on appelle Block 5, dont premier étage est réutilisable jusqu'à 30 fois aujourd'hui, et dont les performances ont énormément augmenté. Le Falcon 9 d'il y a 14 ans était beaucoup moins puissant. Et donc c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on a voulu... On a créé une réponse à ce produit qui n'existe plus et qui est aujourd'hui devenu évidemment bien plus performant, étant lancé aujourd'hui tous les 4 jours, et qui en plus a déjà son successeur qui a volé avec le Starship. SpaceX lance un Falcon 9 tous les 4 jours. Ouais. Et le Starship est en fin de mise au point, on peut le dire comme ça. Je dirais il est encore en cours de développement. Le 4e lancement a eu lieu il y a peu de temps. Il s'est bien passé, il y a encore énormément d'étapes, mais c'est vrai que qui aurait cru, il y a 10 ans, qu'Ariane 6 décollerait après le Starship. Et c'est une réalité aujourd'hui. Donc Ariane 6, finalement, c'est un lanceur qui est une réponse à un produit qui n'existe plus et qui va devoir exister dans cet environnement-là. Alors, est-ce qu'elle peut compter sur ses capacités d'adaptation ? Le marché des satellites d'accès à l'espace est un marché de transport. Donc le type de passagers évolue, la quantité de passagers évolue, et clairement aujourd'hui le lanceur a déjà un carnet de commandes vraiment important. On est à plus de 3,5 milliards dollars de carnet de commandes, ce qui ne doit pas la faire pâlir par rapport à la concurrence. C'est un bon carnet de commandes pour démarrer. C'est un bon carnet de commandes. Et en plus, quand on regarde dans le détail, non seulement parce que c'est un lanceur de souveraineté donc qui répond aux besoins des agences, les agences lui ont fait confiance et lui ont passé de nombreux lancements, mais le client principal d'Ariane 6, c'est le secteur commercial, au premier plan duquel Amazon Kuiper, qui a l'objectif de le déployer 3000 satellites très rapidement, et parce qu'ils ont une demande en lancement très importante, ils ont passé des commandes notamment à Arianespace, à Blue Origin, la société de lancement de Jeff Bezos, et aussi à ULA. Le fait d'avoir, pour un lancement inaugural, d'avoir essentiellement des clients commerciaux est un signe de fort intérêt de la part du marché. D'accord, donc tu as cité d'autres acteurs importants. Donc, il y a Arianespace, il y a SpaceX, donc la société de Jeff Bezos, donc, qui va devenir une société de lancement, s'appelle Blue Origin. Et ULA, rappelle-nous d'où vient la société. ULA est donc United Launch Alliance, c'est une joint venture des sociétés américaines Boeing et Lockheed Martin, qui exploitaient respectivement Atlas et Delta, et qui aujourd'hui ont décidé de fusionner, ont fusionné il y a quelques années, et aujourd'hui n'exploitent plus qu'un seul lanceur qui s'appelle le Vulcan, qui a emporté la capsule Starliner il y a quelques jours. Est-ce que le lanceur, la fusée Ariane 6, est conçu pour gagner de l'argent ? Les profits ne sont pas la principale motivation d'accès à l'espace en Europe. En Europe, jusqu'à présent, on faisait des lanceurs pour avoir un accès autonome à l'espace, parce qu'on a très rapidement et très très tôt dans l'histoire spatiale européenne, on s'est rendu compte qu'on voulait surtout pas dépendre de pays tiers qui pourraient nous dicter leurs agendas, leurs contraintes et nous empêcher. La filière Ariane et l'accès à l'espace plus généralement en Europe, ils sont motivés par l'idée d'être autonomes et de souverains et de pouvoir maîtriser notre destin. Après, dans son développement et dans son succès, la filière Ariane a connu un succès finalement inattendu, puisqu'elle a émergé dans un monde où il n'y avait pas d'autres lanceurs occidentaux et commerciaux disponibles. Et donc finalement, on s'est retrouvé dans une situation où d'un lanceur qui était à la base conçu pour des acteurs institutionnels, par et pour les acteurs institutionnels, s'est retrouvé finalement à être utilisé presque à moitié par des clients commerciaux, et finalement d'être à équilibrer un petit peu son budget, qui n'est plus uniquement financé par le contribuable, mais aussi par de l'argent privé, donc finalement un peu équilibrer les comptes. Donc ça n'a jamais vraiment été une motivation. On a toujours vu d'un bon œil cette diversification et, des clients et donc des revenus, mais ça reste aujourd'hui, ce n'est pas la principale motivation. La motivation commerciale, ni pour Ariane 5, ni pour Ariane 6, n'est la principale motivation n'était pas les principales motivations, ouais. C'était surtout d'avoir en Europe la capacité d'avoir un lanceur et de pouvoir lancer les missions qu'on souhaitait. D'accord. Et d'ailleurs, tu as commencé en disant c'est le nouveau lanceur lourd de l'Europe et non pas d'une entreprise européenne. Tout à fait. C'est un lanceur qui est financé par l'Agence spatiale européenne et ses États membres, pour la première fois qui est conçu par les industriels. C'est un vrai changement par rapport aux autres lanceurs, et avec une maîtrise d'œuvre qui est confiée à Ariane Group et une myriade d'entreprises sous-traitantes qui contribuent, ce qui fait que le lanceur finalement il est construit aux quatre coins de l'Europe. C'est la conséquence de vouloir une Europe des lanceurs. Donc on partage les financements, parce que personne n'est capable de financer autant. On partage aussi le travail. Le corollaire, c'est aussi du coup, le lanceur se déplace dans les quatre coins de l'Europe et on avance beaucoup moins rapidement et beaucoup moins efficacement que si on avait une activité resserrée à un seul endroit.
Alors au passage, quand on parle de clients institutionnels, c'est l'Agence spatiale européenne elle-même, c'est l'Union européenne, ce sont les gouvernements comme le ministère de la Défense par exemple. Les agences spatiales civiles également. L'Union européenne est le premier client des lancements en Europe avec le programme Copernicus d'observation de la Terre, Galileo de navigation et peut-être demain Iris Square avec cette constellation à haut débit. Qui est le grand projet de la Commission européenne. De réponse à Starlink. Grand projet spatial de l'Union européenne en ce moment. Et dans les clients institutionnels, nous avons aussi EUMETSAT, qui est un organisme d'observation météo, c'est ça ? C'est une agence européenne de météorologie, mais c'est une agence qui est autonome à la fois de l'Union européenne et de l'Agence spatiale européenne. Très bien. Alors on a parlé tu as dit un mot de cette organisation répartie aux quatre coins de l'Europe. Est-ce que tu peux nous parler de la mise au point du développement d'Ariane 6 qui a été plus long que prévu ? Il a été plus long que prévu. Déjà, dans sa conception, il y avait deux visions très différentes qui s'affrontaient. L'idée d'avoir un lanceur qui succède à Ariane 5, elle remonte à des premières discussions qui sont matérialisées dans un rapport qu'on appelait le rapport Fillon, qui était remis au Premier ministre de l'époque, qui actait l'idée d'avoir un remplacement, un successeur à Ariane 5. Par contre, là où les avis divergeaient, c'était sur les solutions techniques. Est-ce qu'en réponse à SpaceX, on prend un lanceur, on vise des coûts très très bas et on prend des solutions plutôt court-termistes, ou est-ce qu'on a une feuille de route ambitieuse et on essaye de ne pas fermer de porte en termes de technologie et d'ouvrir et de les laisser ouvertes à différentes évolutions. Donc très concrètement, la France poussait pour une approche qu'on a appelée PPH, qu'on résumera avec des différents étages et leur type de propulsion. Poudre, hydrogène. Donc avec deux premiers étages à propulsion solide, technologie très bien maîtrisée. C'est ce qu'on trouve sur les boosters latéraux de Ariane 6 ici, mais aussi sur Vega et dans la filière aussi de nucléaire française. Alors Vega qui est un petit peu la petite sœur italienne, petite sœur italienne d'Ariane 6 et la filière française de dissuasion. Donc là on parle du missile M51, également fabriqué par Ariane Group. Donc l'idée, c'est d'avoir une réponse rapide sur des technologies maîtrisées et en plus de créer des synergies avec des programmes existants. L'autre approche qui était plutôt défendue par les industriels et par l'Allemagne, c'était l'approche PHH, c'est-à-dire avoir toujours ces accélérateurs à poudre très pratiques, mais assez peu évolutifs, et deux étages à propulsion chimique, donc à l'hydrogène, qui est très cher et très complexe à mettre en œuvre, mais particulièrement efficace en termes de puissance. Donc c'est cette deuxième approche qui l'a emporté. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les solutions techniques, mais aussi sur le schéma de gouvernance, qu'on a senti qu'il devait déjà évoluer, on a acté le développement d'Ariane 6, qui en effet a pris du temps. Mais le retard dans les lanceurs, je dirais, à la fois dans le développement et dans l'exploitation, c'est quelque chose auquel on s'habitue. À l'époque, on était extrêmement ambitieux et peut-être on était aussi en réaction par rapport à SpaceX. Et on s'était fixé un objectif initial de lancement en 2020. On est 4 ans plus tard. C'est pas si grave que ça d'être en retard pour un lanceur. D'ailleurs, tous les concurrents occidentaux d'Ariane 6 le sont aussi. Et dans la conception d'Ariane 6, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs dont c'était la première conception de lanceur. Oui, parce qu'en fait, on s'est retrouvé finalement avec un trou d'air en termes de programme, où jusqu'à présent en Europe, pendant qu'on exploitait un lanceur, on préparait toujours son successeur. Et d'ailleurs, les Ariane 2 à 4 étaient des évolutions finalement incrémentales, naturelles, assez fluides. Là où, à partir du moment où on s'est mis à exploiter Ariane 5, on a arrêté d'envisager son successeur. Et en effet, il y a 26 ans qui séparent la conception d'Ariane 5 et celle d'Ariane 6. Et de fait, les gens qui avaient appris à faire des lanceurs en Europe et qui avaient appris aussi par l'erreur n'étaient plus là, ou étaient de moins en moins nombreux. Et c'est une nouvelle génération qui a dû réapprendre à faire des lanceurs. Et ça, c'est une vraie différence. Et à la fois, le monde a changé, donc il y a des nouvelles techniques qui existent. Je pense notamment à l'impression 3D, aux matériaux à base carbone, qui n'existaient pas à l'époque. Mais d'un autre côté, il y a aussi un retour d'expérience qu'on a perdu parce qu'il y a eu un trou d'air en termes de compétences. Et ça a pu influencer probablement. À la fois parce que le schéma de gouvernance du programme était très différent. On a donné plus d'autonomie aux industriels sans forcément clarifier les responsabilités vis-à-vis des agences qui, jusqu'à présent, dessinaient les lanceurs et en confiaient l'exécution aux industriels. Là, on a partagé, mais pas très clairement. Mais en plus, on a eu des retards liés au développement, liés à différents des éléments qui sont naturels dans la courbe d'apprentissage, mais qui sont venus se rajouter à des problèmes qui existaient déjà. Quelles sont les particularités techniques d'Ariane 6 par rapport à Ariane 5 ?
Là, je pensais à l'assemblage, par exemple. Alors, c'est un lanceur qu'on a conçu pour être moins cher. En effet, on évoquait le fait de diviser le coût par 2. On l'a conçu pour que sa fabrication et son exploitation soient plus simples. En termes de fabrication, notamment, on a créé des synergies avec Vega. Ils partagent des éléments, notamment les accélérateurs à poudre du premier étage. On a aussi conçu dans sa phase d'exploitation des nouvelles solutions, des nouvelles approches, où avec Ariane 5, le lanceur était à Kourou et se déplaçait de bâtiment en bâtiment pour être intégré et recevoir son satellite et aller jusqu'au pâtir. Là, on a pris une approche complètement différente où le lanceur est assemblé à l'horizontale, une partie des éléments est assemblée à l'horizontale, et ensuite on l'assemble directement sur son pas de tir. Et c'est les fameux bâtiments dans lesquels sont installés les différents éléments lanceurs, eux en fait sont mobiles cette fois et se déplacent et reculent et s'éloignent de la table de lancement qui est immobile pour permettre le lancement. Donc on a une approche assez différente de ce qu'on pouvait faire avant. Toujours encore une fois, faire plus simplement, moins cher et plus rapidement et pouvoir permettre des cadences plus élevées. Des cadences plus élevées, c'est-à-dire lancer à intervalles plus rapprochés. Les campagnes de tir sont relativement incompressibles. On parle d'une 30aine de jours entre l'arrivée du matériel et la disponibilité du satellite et la préparation du lanceur. Mais c'est plutôt dans la manière dont on va pouvoir assembler en parallèle les différents éléments du satellite et les différents lanceurs et enchaîner les missions les unes après les autres. Tu veux dire qu'on peut on peut assembler plus d'une Ariane 6 à la fois ? Exactement, oui. Et ça, c'est nouveau. Sur Ariane 5, on peut en faire 2. Là, on va pouvoir en faire davantage et être aussi un peu plus flexible. Dès qu'un élément est en retard ou bloque, jusqu'à présent, c'était toute la chaîne qui bloquait. Là, on a un peu plus de flexibilité. Et quand tu parles de ce qu'on appelle une campagne, c'est le temps qui s'écoule entre l'arrivée du satellite et le lancement ? L'arrivée du satellite et du lanceur, qui viennent de différents endroits d'Europe. Ouais. Alors, en général, pour Ariane 6 et Ariane 5, les éléments arrivent par bateau. Le satellite arrive par avion. Ça dépend des fois. Depuis qu'on n'a plus l'Antonov, on a dû trouver des alternatives. Des fois, les satellites arrivent avec des belugas ou avec des petits avions plus petits ou arrivent par bateau. Et après, c'est la campagne, c'est toutes les étapes jusqu'à ce qu'on soit prêt à s'autoriser le décollage du lanceur. Et donc, on va passer de quelle durée d'une campagne à quel objectif ? L'écart il n'est pas significatif, on parle de quelques jours, donc une trentaine de jours à une grosse vingtaine, mais c'est plutôt on pouvoir faire davantage en parallèle qui va vraiment être impactant. D'accord. Parce que l'objectif d'Ariane 6, c'est 11 à 12 lancements par an, mais on voit bien que parce que le marché, la demande est là, on pourrait être amené à augmenter les cadences. Et donc l'outil est préparé pour ça. Et alors c'est encore plus que 11 à 12 fusées par an. L'assemblage d'Ariane 6 se fait à l'horizontale par opposition à ce qui était exactement à la verticale. Donc assemblage horizontal pour Ariane 6. Alors assemblage des éléments entre eux à l'horizontale et puis ensuite ils sont redressés par une grue. Ils sont avancés jusqu'au pas de tir sur un chariot et une grue qui les redresse progressivement. Si le public est familier, ça ressemble beaucoup à la manière dont Atlas 5 est intégré. C'est un petit compromis entre deux écoles très différentes où les soviétiques préfèrent largement l'intégration à l'horizontale, où le lanceur est intégré sur un chariot. Et donc les équipes sont toujours à moins de 20 ou 30 mètres du sol. Là où chez les Américains, on préférait l'intégration à la verticale, notamment je pense à Saturn V qui était intégré dans un bâtiment qui faisait plus de 120 mètres de haut parce qu'on empilait les aimants les uns sur les autres. Ariane 6, c'est un peu un mix entre les deux, mais l'idée vraiment c'est de faire simple et de faire beaucoup plus rapide. Et c'est plus simple et plus rapide d'être assemblé à l'horizontale. Oui. Comment, alors on va parler un petit peu des ventes, comment Ariane 6 arrive-t-elle à trouver des clients alors que SpaceX continue à pratiquer des prix très bas ? Alors, moi, je tiens un petit peu à remettre en cause cet argument qu'on entend souvent de la baisse inéluctable de l'accès à l'espace. Non, le prix de l'accès à l'espace ne baisse plus, il continue même d'augmenter. SpaceX est arrivé sur le marché il y a 14 ans en cassant les prix, mais au fur et à mesure que les performances de Falcon 9 augmentaient, SpaceX a augmenté ses prix et on est passé d'un lancement d'un Falcon 9 à 50 millions il y a 14 ans, à un prix catalogue affiché à 67 millions, pour des raisons d'inflation, mais probablement aussi de monopole, et en fait un prix réel qui est souvent majoré. Donc le coût d'accès à l'espace ne baisse plus. SpaceX a certes défini un nouveau standard, mais ça ne baisse plus. On verra d'ailleurs si avec Starship ça continue de baisser ou pas. La réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'accéder à l'espace, une grosse demande en lancement. Et donc dans tout ça, Ariane 6 peut trouver sa place en ayant une disponibilité, des coûts qui sont divisés par 2,
par rapport à Ariane 5, mais aussi offrir un large panel de missions que Arianespace ne pouvait pas forcément couvrir auparavant. Les gens ont besoin d'accès à l'espace. Ariane 6 est un lanceur qui rassure le marché. On est dans une situation de monopole aujourd'hui. Donc c'est très bien, SpaceX lance tous les 4 jours et heureusement en Occident qu'ils sont là. C'est bien que l'ESA ou l'agence et la Commission européenne, parce qu'on n'a plus d'accès à l'espace autonome, ils se sont tournés vers SpaceX il y a quelques mois pour des lancements Galileo et d'autres missions. On a besoin. Mais avoir une diversité de fournisseurs, c'est quand même quelque chose qui est très important pour l'industrie. Et donc du coup, Ariane 6 était déjà un lanceur qui est bien conçu pour la diversité des missions et qui en plus arrive à un moment où on a vraiment besoin de fournisseurs. Donc Ariane 6 a déjà trouvé son marché et continuera de le faire. Donc Ariane 6 rassure les clients privés, commerciaux, le fait d'avoir cette diversité de fournisseurs, ça les rassure. Et pour les clients institutionnels, donc, dont on parlait tout à l'heure, l'Union européenne, la Commission européenne, l'Agence spatiale européenne, donc là, pour eux, c'est une question de souveraineté, d'accès autonome à l'espace. Donc, à contrario, si Ariane 6 n'était pas là, que risquerait l'Europe ? C'est dans la situation dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire que nous avons perdu un accès souverain à l'espace, puisqu'on a vécu finalement l'accumulation de 3 facteurs auxquels on ne s'attendait pas. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui de fait a mis fin à la disponibilité de Soyouz, qui était utilisée par l'Europe depuis Baïkonour, notamment pour les lancements de OneWeb, mais aussi qui était tirée depuis la Guyane, et qui était une bonne option de coopération. Le problème de fiabilité de Vega, donc lanceur qui a connu des gros problèmes d'échecs récurrents en lancement, avec des échecs répétés à la fois sur la Vega classique et son évolution Vega C, et enfin les retards d'Ariane 6 qui fait qu'on a clairement raté en Europe la transition de nos lanceurs. Donc c'est des problèmes, ces problèmes-là, ils ont vocation à disparaître. Ça laissera des traumatismes à mon avis dans l'industrie. Et donc les clients institutionnels, ils vont pouvoir enfin retrouver un accès à l'espace avec des satellites européens lancés par un lanceur européen. Mais quand on n'a pas de lanceur européen, qu'est-ce qui est gênant finalement de s'adresser à SpaceX, qui est une société commerciale comme une autre ou ça dépend de la grille de lecture. En Europe, on a décidé de faire des lancements dans les années 70 parce qu'on avait un programme de satellite Symphonie, un projet franco-allemand de télédiffusion, et on n'avait pas forcément de lanceur. La France avait ses fusées Véronique, Diamant, le programme Pierre Précieuse. Et quand la France et l'Allemagne se sont adressés aux Américains, les Américains ont dit pas de problème, on vous le lance. Par contre, on vous interdit d'en faire une exploitation commerciale pour ne pas concurrencer nos satellites de télécommunication opérés par Intelsat. Autant vous dire que ce coup de pression et de chantage a été très très mal vécu par les Européens, et c'est la raison d'être initiale d'avoir un accès souverain et autonome en Europe. Donc on pourrait décider d'abandonner une filière européenne. C'est quelque chose qui a été évoqué face à un manque de compétitivité. Pourquoi ne pas aller chez le mieux-disant ? Mais on voit bien que et c'est encore plus vrai depuis 2 ans, je dirais, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qu'être maître de son destin et de ses infrastructures, c'est quelque chose qui est extrêmement important et avec lequel on serait bien embarrassé. On est déjà bien embarrassé à l'heure actuelle. Ça fait 1 an qu'on n'a plus Ariane 5, on n'a toujours pas Ariane 6. Et aujourd'hui, il y a quand même la volonté d'avoir quelque chose en Europe pour accéder à l'espace. D'accord, donc le manque d'accès autonome à l'espace, on a déjà essayé, les Américains ont dit oui, on lance, mais à nos conditions. Donc voilà, on a essayé, on est vacciné. Et en plus, aujourd'hui, on le subit. Ouais. Alors que ça devait pas se passer comme ça, et donc il est clair qu'on veut on veut retrouver un accès autonome à l'espace. Plaçons-nous à la fin de la décennie. On est en 2024, imaginons que Ariane 6 soit un succès dans ses premiers lancements, qu'elle réussisse sa montée en cadence, ça fait quelques années qu'elle est bien établie sur le marché. Donc je me place dans un scénario plutôt favorable. À quelles conditions est-ce qu'on pourra dire que le programme Ariane 6 est un succès ? Alors moi déjà, j'aimerais rappeler que les échecs font partie de l'histoire des lanceurs, surtout dans les premiers lancements. Donc on peut s'attendre à un échec, ou plusieurs. C'est ce qui est arrivé pour Ariane 5, ça a laissé des traces dans l'industrie. Et il n'est pas exclu que ça arrive à Ariane 6. On ne le souhaite pas, mais l'échec fait partie de la courbe d'apprentissage d'un lanceur. Après, si on se projette dans quelques années, je pense qu'Ariane 6 aura réussi si en qualité, c'est-à-dire en fiabilité, et en disponibilité, le lanceur a démontré qu'il pouvait lancer à temps, en heure et avec fiabilité.
Et là, on pourra dire que le lanceur aura réussi. La question du prix, elle est peut-être un peu secondaire et ça sera évidemment une bonne nouvelle si le lanceur a trouvé des clients commerciaux, en plus de ceux qui existent déjà. Parce qu'il va falloir, non seulement il va falloir satisfaire les clients existants, mais il va falloir en convaincre des nouveaux. Ce sera plus facile si le lanceur est opérationnel et qu'il est fiable. Mais on pourra vraiment juger le lanceur à travers ce prisme-là. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y aura une Ariane 7 ? Eh ben, je ne serais pas aussi certain, puisque finalement, l'histoire d'Ariane 6 montre qu'on était sur un système de développement ou de gouvernance qui est un petit peu en bout de course. Pas tant parce qu'il ait des défauts intrinsèques, mais surtout que le monde évolue. Et le monde évolue beaucoup plus rapidement qu'il n'évoluait il y a quelques années. Et ce schéma de retour géographique, c'est-à-dire de financement par une agence et ses États membres, et du coup d'avoir un partage des rôles, des activités à travers les industriels de ces différents États membres, qui est en plus un retour géographique qui est proportionnel. Proportionnel à l'investissement initial. Il s'est avéré très bien pour construire une Europe politique des lanceurs, mais il s'avère problématique pour avoir une Europe des lanceurs efficace. Par le truchement des micro-lanceurs, des petits lanceurs commerciaux en Europe, que sont ISAR, RFA, Latitude, Orbex, qui s'inspire du modèle américain où on fait tout, où une seule société fait tout en interne. On a eu une remise en cause de ce monopole. Pourquoi continuer à faire des lanceurs très chers, très lents à développer et finalement assez peu efficaces par rapport en termes d'investissement réalisé et aux résultats, alors que si on changeait le logiciel, on pourrait avoir peut-être des lanceurs bien moins chers ou davantage de lanceurs. Donc ce schéma-là, il est en train d'évoluer et à force de coups de butoir, l'Agence spatiale européenne s'est ouverte et a accepté le principe d'ouvrir ses appels d'offres à des lanceurs émergents. La question qui se pose, c'est est-ce que ces lanceurs-là vont évoluer ? Déjà, vont-ils survivre ? Oui, déjà ces lanceurs-là, il faut encore qu'ils fassent leur premier vol. On parle de lanceurs qui sont capables au mieux de lancer une tonne. Là où Ariane 6, ce sera 21 tonnes. Des mini-lanceurs qui n'ont pas encore volé. Qui n'ont pas encore volé, qui ne seraient capables de lancer qu'une tonne dans le grand maximum, et qui, s'ils veulent un jour concurrencer Ariane 6, devront consentir des investissements qui sont considérables. Ariane 6, avec toutes les économies qu'on a consenties, c'est quand même un programme qui frise pas loin de 6 milliards d'euros sur 10 ans, et qui en plus nécessitera un soutien à l'exploitation. C'est-à-dire que les coûts étant tellement élevés, tous les ans, pendant au moins 5 ans, les États membres acceptent de payer 300 millions d'euros par an à la filière. Donc ça veut dire qu'on peut envisager la concurrence et à mon avis elle est saine. Par contre, il faut qu'en face, on ait quand même une solution alternative. Et il n'y aurait rien de pire que de dire qu'on arrête Ariane 6 pour avoir finalement en face une solution alternative qui n'est pas crédible ou pas pérenne. Donc il est clair que le schéma de gouvernance en Europe va évoluer et on va probablement se diriger vers un schéma où les agences définiront leurs besoins. Finalement, un peu comme ce que la NASA a fait dans ses programmes CODES, ce Commercial Crew. Elle définit un besoin. Elle dit « j'ai besoin de transporter 2 tonnes. J'ai besoin de 4 sièges d'astronautes. À vous, l'industrie, de me trouver une solution. Et j'ai une enveloppe aussi, j'ai un budget fixe. À vous de me trouver une solution qui répond à ce cahier des charges-là. Je vous accompagnerai sur le financement, sur le développement. Mais vous devrez aussi mettre la main à la poche. Mais par contre, je m'engage à terme à être votre client et à vous récompenser des investissements consentis. » Et du coup, ce schéma-là, il est en train d'un peu d'émerger, il n'est pas encore certain, et il pourrait aboutir à l'existence de concurrents Ariane 6. Peut-être qu'Ariane Group amènera un héritier légitime à Ariane 6, on ne sait pas. Là où on est en train de rebattre les cartes de la gouvernance, et il y a beaucoup de choses qui vont se décider aussi par le marché, et avec des vrais... puisque l'ambition de ces concurrents émergents, c'est de se battre à armes égales. Donc beaucoup de choses vont être définies par à la fois la performance d'Ariane 6, mais aussi par la capacité des concurrents à être des alternatives crédibles. Un grand merci Maxime. Si le domaine spatial vous intéresse, alors déjà si Ariane 6 vous intéresse, vous pouvez revoir notre émission avec Aline Decady, avec l'ingénieur de l'Agence spatiale européenne, Aline Decady, disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Et si le domaine spatial en général vous intéresse, nous avons une autre émission où on va parler avec Maxime également de satellites cette fois. Merci à tous. Merci Maxime.